Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview des thérapeutes ACT organisée par la commission étudiante de la FSCC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Bourgognon. Bonjour François. Bonjour. Alors, est-ce que je peux te demander dans un premier temps de te présenter? Oui, François Bourgognon, je suis psychiatre, psychothérapeute. Je suis à Nancy, je travaille à Nancy, je suis praticien à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Voilà, je dirige un institut de formation qui est un institut de formation aux thérapies basées sur la méditation qui s'appelle Mindful France. Et puis, quand j'ai un peu de temps, j'essaye d'écrire des livres. Voilà. Alors oui, est-ce que tu me donneras si tu as un blog, un site internet ou la référence de tes ouvrages, je les mettrai en dessous de la vidéo. Ok, ça marche. Voilà. Alors, j'aimerais te demander dans un premier temps, quel est le cheminement qui t'a amené à la thérapie ACT? Pourquoi Oui, cette thérapie et pas une autre? Bon, au départ, c'est un cheminement, on va dire, assez classique dans le sens où j'ai fait mes études pour devenir psychiatre, donc j'ai fait médecine, spécialisation en psychiatrie. J'ai voulu développer des compétences psychothérapiques. Mon école de base, c'est l'école des thérapies comportementales et cognitives. Et puis, il y a environ 10 ans, parce que c'est le moment où on a vraiment commencé à beaucoup parler de la méditation de pleine conscience ou de pleine présence, dans l'école des thérapies comportementales et cognitives. Donc, je me suis intéressé à ça à ce moment-là. Et pour moi, ça a été quelque chose d'assez. Ça a été une révélation, pour ne pas dire une révolution, dans le sens où tout de suite, ça m'a montré, déjà sur le plan personnel, à quel point ça pouvait être un changement total de fonctionnement, de paradigme. Et donc, après, j'ai eu à cœur finalement de me former à toutes les approches qui pouvaient d'une façon ou d'une autre m'éclairer un petit peu sur le fonctionnement de l'esprit et m'apporter des outils. La première, bien évidemment, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, parce que pour moi, en fait, la thérapie ACT, c'est le prolongement psychothérapie de la méditation. Mais je me suis aussi formé à l'hypnose, aux thérapies brèves, à l'EMDR. Je me suis beaucoup intéressé aussi à l'approche de Viktor Frankl. Voilà, donc tout un ensemble de thérapies qui m'ont tous beaucoup intéressé. Mais une fois qu'on s'est formé à tout ça, la question qui se pose, c'est comment je fais et comment je compose avec tout ça. Et alors, on parle beaucoup de thérapie intégrative, voilà, c'est un terme très à la mode. Moi, je fais de l'intégratif, mais alors la question, ok, alors, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par intégratif? Et souvent, quand on discute avec les gens, intégratif, c'est un peu empiler des stratégies, ou alors c'est sortir de temps en temps un truc qui vient d'ailleurs, mais on ne comprend pas nécessairement toujours bien la logique. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que c'est très bien d'avoir plein d'outils qui viennent d'horizons divers, mais je crois qu'il faut une colonne vertébrale. Il faut vraiment une pratique référente qui permette de pouvoir intégrer des influences diverses dans un tout cohérent. Et je trouve que la thérapie ACT est une colonne vertébrale formidable parce qu'elle apporte à la fois un modèle qui est très structuré, et en même temps flexible, et qui permet, une fois qu'on a cette base de réflexion-là et ce logiciel-là, d'aller chercher tout un ensemble d'outils qui viennent d'horizons divers et pouvoir les intégrer là-dedans. Donc pour moi, l'acte, alors forcément, hein, moi je suis un convaincu de la première heure, mais c'est vraiment une approche formidable pour ça. D'accord. Bah, merci beaucoup. Et alors, quelles sont tes valeurs et tes objectifs thérapeutiques dans ta pratique de l'acte? Alors, les valeurs, au départ, c'est des valeurs de soignant, c'est-à-dire des valeurs d'attention, de présence, de bienveillance, de compassion. Et une valeur qui est très importante quand on fait de la thérapie ACT, c'est une valeur de flexibilité. Ce qui d'ailleurs, pour moi, est un gros travail parce que moi, je viens des thérapies comportementales et cognitives, et puis justement, j'aimais bien cette approche très carrée et très, voilà, on sait où on va, on a un cahier des charges à tenir, etc. Et donc finalement, cette notion de flexibilité, elle m'a permis, enfin, en tout cas, elle m'a demandé de travailler, et je trouve que c'est une notion très importante quand on fait de la thérapie ACT. Et puis, il y a une valeur pour moi qui est fondamentale, que je porte en moi depuis toujours, je crois, c'est une valeur de transmission,
Ouais, je crois que j'ai autant la vocation de médecin que la vocation de prof, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si je dirige un institut de formation aussi, c'est que vraiment, j'ai toujours eu à cœur de transmettre. Et mon objectif, finalement, vis-à-vis de mes patients, c'est qu'ils aient besoin de moi le moins longtemps possible. Voilà, c'est ça mon objectif. Et du coup, je m'efforce de leur transmettre du mieux que je peux, le plus puissamment possible, ce qui me semble être pertinent, opérant, au regard de leurs problématiques, pour qu'ils puissent avancer et reprendre leur chemin par eux-mêmes, sans forcément avoir besoin d'un thérapeute qui les accompagne sur la durée. Donc voilà en gros mes valeurs et mes objectifs. Oui, c'est vrai que, ça me parle beaucoup aussi. Tu disais que tu t'intéressais aussi beaucoup à la logothérapie de Frankl et ça c'est vraiment dans le sens de la mobilisation des ressources, c'est ça pour toi? Oui, oui, oui. Alors effectivement, Frankl, est auteur qu'on a redécouvert, et puis Jung aussi, hein, qui sont deux auteurs qui, euh, qui appartiennent au départ de la psychanalyse. Donc, on vient des TCC, on n'est pas forcément dans ce registre-là. Mais quand on relit Frankl, quand on relit Jung, on se rend compte que c'est déjà, de mon point de vue, c'était des génies. Et ils ont dit des choses qui sont extrêmement proches de ce qu'on retrouve dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et effectivement, on va retrouver, mais même à travers, je parlais tout à l'heure d'hypnose, de thérapie brève, des TCC, de l'acte, de Frankl. En fait, on voit que toutes ces thérapies, elles ont tendance finalement à converger vers des principes communs. Et ces principes-là, c'est l'exploration des difficultés dans le moment présent, c'est le maniement des états de la conscience, c'est l'entraînement des attitudes d'acceptation, la clarification de ce qui importe vraiment, l'identification et la mobilisation des ressources internes, et puis l'engagement dans des actions concrètes et choisies. Donc c'est vrai qu'on retrouve finalement tout ça. Quand on prend un peu de hauteur, finalement, on voit que ces approches, elles vont toutes un peu jouer là-dessus. Après, elles le font dans un style et elles le font avec des outils et dans une ambiance qui n'est pas la même. Et c'est là où c'est important quand même d'avoir quelque chose qui nous aide à tout mettre en cohérence. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est important d'avoir quand même une pratique référente. Moi, la mienne, c'est l'acte. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement celle-là. Mais je crois qu'il faut quand même une pratique référente. Et après, voilà. Mmh. Mais dans ce sens-là, on peut même, voir l'acte justement comme une thérapie intégrative par rapport à toutes les influences, Oui, oui, mais même on voit bien que justement, tu retrouves cette notion de pleine présence qu'on va travailler à travers le soi observateur et le moment présent. Mais on va retrouver aussi beaucoup de choses autour de la mobilisation de l'imaginaire avec l'utilisation des métaphores. Ça, au départ, c'est plutôt dans le référentiel de l'hypnose qu'on va trouver ça. Donc, on voit bien que dès le départ, on a quand même un outil, enfin, on a un modèle qui est profondément, c'est dans son ADN d'être intégratif, quoi. mmh. Oui, avec l'efficacité et la preuve scientifique aussi, Tout à fait. Tout à mmh, fait. C'est ça aussi alors, qui moi, en TCCiste de base, hein, m'importe vraiment. C'est aussi que c'est une thérapie qui s'est développée dans la tradition scientifique, qui a toujours été connectée à la recherche. Et aujourd'hui, on a quasiment, enfin, il me semble qu'on a un peu plus d'un millier, parce que j'ai fait une revue de la littérature il n'y a pas longtemps, d'un millier de publications scientifiques qui parlent de l'acte et qui viennent attester de son efficacité dans l'ensemble des troubles psychologiques et même au-delà, puisque finalement, on a aussi de bons résultats dans des problématiques médicales comme la douleur chronique, comme la gestion de certaines difficultés liées à la maladie chronique. Donc voilà. OK. Alors justement, tu me parlais des métaphores et c'était ma prochaine question. Comment tu utilises les métaphores, actes? Comment tu les adaptes dans ta pratique? Et quelle part de créativité tu mets dedans? Je te disais tout à l'heure, je te disais, bon, pour moi, mon objectif, c'est d'essayer de transmettre le plus puissamment possible ce qui me semble utile aux patients. Et je crois que les métaphores sont un outil formidable pour pouvoir transmettre une compréhension et des idées qui seraient probablement beaucoup plus difficiles à faire passer si c'était par le biais d'une confrontation purement logique, en fait. Hein. C'est la force des métaphores, c'est qu'elles vont permettre finalement à un moment de mobiliser autre chose que la logique, en tout cas dans l'immédiat. On n'est pas purement dans le rationnel, on raconte une histoire
et ça fait appel à nos capacités d'imagination, de représentation. On est dans une stratégie indirecte et qui permet parfois, de façon spectaculaire, amener un changement de posture, un changement de positionnement. C'est quelque chose d'extrêmement utile, puissant. Bon, bien évidemment, ceux qui font de la thérapie ACT utilisent en permanence des métaphores, puisque au cours d'une séance de thérapie ACT, on a quand même deux grands outils qui sont des exercices et des métaphores. On travaille beaucoup là-dessus. Alors, comment je les utilise? Déjà, métaphores, ça peut être des métaphores très générales qui permettent, par exemple, de capter un petit peu le modèle de la thérapie d'acceptation et d'engagement dans son ensemble, mais ça peut être aussi pour apporter des éclairages sur certains processus, sur la notion d'acceptation, sur la notion de présence, sur la notion de valeur et d'engagement. Donc, on peut aussi cibler certains processus au moyen des métaphores. Et alors, moi, j'ai tout un ensemble de métaphores que j'aime bien. Voilà, donc j'ai ma boîte à métaphores avec moi. Et après, c'est vrai que le nec plus ultra, c'est quand même de pouvoir proposer aussi des métaphores qui soient cohérentes avec l'univers du patient. Ou parfois, ça arrive même que les patients, quand on est en entretien avec eux, ils voient qu'on utilise des métaphores et ils se risquent à proposer la leur. Et à ce moment-là, ça peut être vachement intéressant, justement, d'aller, comment dire, compléter ou affiner la métaphore avec le patient pour qu'à la fois ça soit sur la base de sa proposition et avec aussi les processus qu'on cherche à illustrer ou à montrer. Et puis bon, on peut, alors les métaphores aussi, on peut simplement les raconter, mais on peut aussi les amener de façon très hypnotique, c'est-à-dire vraiment en disant, par exemple, c'est la métaphore des sables mouvants. Donc on peut se dire, bon, ben, imaginez que vous êtes dans le désert et à un moment, vous tombez dans les sables mouvants. Et quelle va être votre première réaction? De vous débattre. Et si vous vous débattez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous enfoncer encore plus. Alors, ça, c'est la version racontée. La version plus hypnotique, ça va être... Alors, prenez le temps, vraiment, de vous représenter que vous êtes en train de marcher dans le désert. Voilà, vous y êtes, très bien. Il est chaud, lourd, vous commencez véritablement fatigué, vous avancez de plus en plus péniblement dans ce désert, vous sentez le poids de vos jambes, de vos pas, vous sentez le sable qui est de plus en plus pénible à affronter. Est-ce que vous y êtes? Très bien. Et à un moment, vous sentez que vous n'avez plus à soulever votre pied, qui commence à s'enfoncer dans les sables mouvants. Et là, ça suscite en vous véritablement une émotion. Et on continue comme ça, on est vraiment dans le faire vivre la métaphore. Donc ça peut être une autre façon de l'amener, qui est encore plus puissante en fait, parce que vraiment, on essaye d'amener le patient dans notre histoire et de l'amener à se mettre dans cet état mental où il vit la métaphore avec nous, où il la représente. Et puis, une autre façon d'utiliser les faire vivre à travers des exercices, c'est-à-dire ça arrive même parfois, mettre en scène la métaphore et qu'on la joue véritablement, on se lève et j'ai un exercice métaphorique où ça va permettre de pouvoir voilà, faire passer des idées et de pouvoir amener des processus, des concepts. Donc il y a tout un ensemble de façons de faire. Donc c'est un outil, la métaphore est extrêmement flexible. Et ça m'arrive même parfois, finalement, d'utiliser des métaphores dans des situations d'urgence, voire des situations critiques, quand des patients sont aux prises avec des émotions extrêmement intenses, voire dévastatrices. Ça m'est arrivé parfois de sortir une métaphore parce qu'elle me semblait pertinente à ce moment-là et que ça puisse opérer à ce moment-là quelque chose qui amène le patient à se décaler et à sortir des sables mouvants, justement. D'accord, c'est super intéressant. Tu aurais un exemple à nous donner sur une métaphore utilisée comme ça en situation d'urgence? Disons que je me rappelle d'un patient, donc moi je travaille en cancérologie en fait, et c'était un jeune patient qui venait régulièrement pour faire des soins et des chimiothérapies, et donc qui avait déjà du mal entre guillemets à supporter à la fois le diagnostic, ce que ça implique, les traitements, les effets secondaires. Et donc il avait qu'une hâte, c'était de rentrer chez lui, de retrouver sa femme et ses enfants. Et en fait, il a eu une complication en fait, son taux de plaquettes a chuté extrêmement brutalement et on ne pouvait pas le laisser rentrer chez lui dans ces conditions parce que c'était le mettre en danger. Et ça a été un moment mais de profond désespoir pour ce patient-là
parce qu'il voilà, il ne supportait plus cette situation. Et alors d'avoir cette complication-là à un moment où il pensait qu'il allait retrouver ses proches, c'était vraiment la goutte d'eau. Et donc on m'a appelé, voilà, faut que le psy vienne le voir. Donc je ne le connaissais pas du tout. Et puis j'ai discuté un peu avec lui, mais je voyais qu'il était vraiment, vraiment dans une situation et surtout sur un logiciel de contrôle en fait, hein, en disant c'est pas normal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je rentre chez moi. Donc vraiment dans quelque chose de totalement décalé par rapport à ce qu'on cherche à transmettre en thérapie acte, hein, c'est-à-dire vraiment un patient dans la lutte, dans le contrôle, dans le refus en fait, hein, et qui plus il était là-dedans, plus finalement il nourrissait son désespoir, et bien évidemment ça lui permettait pas du tout de résoudre la situation. Et donc à ce moment-là, j'ai utilisé une métaphore que moi j'aime beaucoup, c'est la métaphore du navigateur, en lui disant écoutez, là, moi il me semble que ce que vous êtes en train de vivre, c'est un peu comme un navigateur qui doit affronter une tempête. Et les bons navigateurs ne prétendent pas contrôler la météo. Les bons navigateurs ont appris à bien lire la météo, à respecter son pouvoir et à orienter leur voile. Et jusqu'à présent, ben, on a espéré avoir le vent dans le dos, mais on ne l'a pas. On a une météo qui est vraiment dramatique, mais il va falloir essayer de faire avec cette météo-là. Et donc, il va falloir orienter nos voiles. Donc, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut, mais on va pouvoir peut-être, si on garde aussi bien présent à l'esprit quelle est la bonne direction. La bonne direction pour vous, à l'évidence, dans cette situation, c'est de rester en lien avec votre femme, avec vos enfants, et de préserver au mieux votre santé pour pouvoir les retrouver dans de bonnes conditions. Il faut qu'on oriente nos voiles et que on trouve la bonne réponse par rapport à cette météo. Et je crois que ça a véritablement opéré à ce moment-là un changement pour lui où il a pu donner un coup d'épaule par rapport à ses stratégies de lutte et, euh, et du coup se réorienter. Il est resté 2, 3 jours de plus que prévu finalement à l'hôpital. On a réussi à stabiliser la situation, puis il est rentré chez lui. Mais voilà. Et c'est ça qui peut être parfois magique avec les métaphores, c'est-à-dire que parfois, parce que ça prend pas longtemps, là, moi ce que je viens d'expliquer, ça a pris quoi? La métaphore, ça prend 30 secondes, une minute, et ça peut tout de suite opérer un changement qui serait vraiment parfois très compliqué à amener autrement, en fait, ou par une confrontation logique. Parce que j'aurais bien pu lui dire quelque chose de beaucoup plus rationnel, mais je pense que ça aurait beaucoup moins marché, en fait. Et là, Oui. ça a été quelque chose d'assez puissant. En fait. Mhm. Donc voilà, donc les métaphores, parfois, ça peut être quelque chose qu'on utilise dans le cadre d'un suivi pour mettre en exergue un processus ou quelque chose, ou ça peut être un outil d'urgence. Voilà. Ah, c'est super intéressant, merci. Alors, les créateurs de l'acte insistent sur la nécessaire flexibilité psychologique du thérapeute en miroir de celle des patients. Pourrais-tu nous expliquer comment cette flexibilité psychologique s'incarne au quotidien dans ta pratique? Ben, l'exemple que je viens de donner, en fait, est plutôt un bon exemple parce que en fait, pour moi, la flexibilité, entre guillemets, c'est faire passer du mieux possible dans la réalité du moment ce qui semble être pertinent pour aider le patient. Euh, et, et en fait, moi, je travaille dans un institut de cancérologie et en fait, je suis très souvent dans des situations qui ne sont pas des situations extrêmement confortables de suivi classique. En fait, c'est souvent des situations où on voit le patient, on ne le voit plus parce qu'il doit faire tel type d'examen, ou il rentre chez lui, il habite à l'autre bout du département. Donc, en plus, là, en contexte Covid, en ce moment, ça rajoute un degré de complexité supplémentaire. Donc, je ne peux pas faire les beaux suivis comme j'avais pris l'habitude de les faire, parce qu'avant, je travaillais, j'ai eu un exercice en libéral, puis après, je travaillais dans des services de psychiatrie avec des possibilités qui me permettaient de véritablement construire des suivis sur 8, 12 séances, avec, voilà, avec une vraie perspective, etc. Là, maintenant, en fait, finalement, je suis obligé d'adapter ma pratique et mes outils en fonction d'une réalité qui est une réalité extrêmement changeante, extrêmement dynamique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de soins qui sont aussi centrés, bien évidemment, sur le cancer. Et donc voilà, donc moi, ça me demande d'être extrêmement souple, adaptable, flexible, pour pouvoir essayer. Et alors, souvent, soit il y a des personnes, je sais que je vais pouvoir les revoir, donc j'essaye de construire des plans de soins, mais sur des interventions assez brèves, 4 séances,
Si vraiment je vois que je peux, après, je reviens à des suivis plus classiques. Mais, et c'est souvent le cas, je me dis, ce patient-là, c'est peut-être la seule fois où tu vas pouvoir le voir. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que proposent beaucoup d'auteurs de Thérapie Act, hein, c'est on va tout de suite à l'essentiel et on essaye d'être tout de suite dans la logique, voilà, comment transmettre le logiciel Act à un patient en partant de l'idée ou de l'hypothèse ou du postulat que c'est peut-être la seule séance qu'on va avoir avec le patient. Donc voilà, donc du coup ça m'amène, comme je te disais tout à l'heure, moi je viens des TCC, j'aimais bien ce côté très Oui. organisé, très agenda de thérapie, Mm. etc. Bon ben voilà, donc là pour le coup, effectivement, cette notion de flexibilité, en fait, c'est plus que, enfin, c'est vital parce que, enfin, si on veut pouvoir avoir des interventions qui soient pertinentes dans une réalité comme celle de mon exercice actuellement, on est obligé d'être flexible. Ouais, c'est vrai que ce que tu décris, ce qui est super, c'est que tu vas de suite au cœur des choses et tu vas de suite au cœur de ce qui est vivant, en fait, de ce qu'il y a de plus vivant. Oui, Hein. oui, oui. Et quel du patient à ce moment-là et comment faire pour l'amener à intégrer. En fait, moi, le modèle ACT, il dit processus, mais en fait, quand on regarde bien, il y a surtout, c'est surtout un trépied en fait, hein. C'est la présence, l'acceptation et l'engagement. Donc, c'est comment amener finalement à pouvoir transmettre ça, voilà, de la façon la plus opérante possible au regard de la problématique du patient et de sa demande de départ. Parce que c'est ça aussi, les gens ils viennent avec une demande très particulière, très spécifique. Et voilà, donc là, voilà, c'est tout un travail justement de créativité, de flexibilité, ce qui est très agréable. Enfin, voilà, enfin, c'est vrai qu'en en tant que psychothérapeute, finalement, au début, ça fait un peu peur quand on se met à l'acte parce qu'il y a plein d'outils. On nous dit qu'il faut être flexible, créatif. On ne voit pas très bien comment tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, ça devient quelque chose de beaucoup plus clair. Et puis après, on a des outils que moi je trouve formidables, hein, comme la matrice, comme ou d'autres propositions sur lesquelles je travaille d'ailleurs là en ce moment, mais qui sont des outils formidables parce que avec voilà, un stylo, un papier, on trace 2 traits et puis tout de suite les choses s'organisent, tout de suite on y voit beaucoup plus clair et voilà et on s'oriente mieux et on s'oriente mieux. Ok, merci. Alors, dernière question, si la thérapie ACT devait avoir changé quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que ce serait? Bah, elle a tout changé. La thérapie ACT, elle a tout changé pour moi dans ma vie en fait parce que, moi je suis enfin je pars de loin, hein, quand même, hein. Alors d'ailleurs souvent c'est ce que je dis au sujet de la méditation, c'est que, on entend tout le temps: «La méditation a changé ma vie, c'est magique et cetera, et moi je fais partie de ces gens-là, hein, qui peuvent dire: «La méditation a changé ma vie et la thérapie ACT a changé ma vie». Mais souvent les gens ne voient pas trop pourquoi on dit ça et ça leur met même beaucoup la pression parce qu'ils ne trouvent pas forcément des choses spectaculaires, dans ce type d'approche-là et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui disent ça sont probablement des gens qui partaient de très loin et qui voient et qui ont vu tout de suite à quel point ça pouvait les aider et à quel point c'était Ouais. en rupture avec leur fonctionnement habituel, en fait. Et moi, la thérapie ACT, mais véritablement, enfin, je veux dire, effectivement, on dit le thérapeute est censé quand même incarner ce qu'il cherche à transmettre. Et donc, il faut commencer par se l'appliquer à soi-même. Et quand on se l'applique à soi-même, qu'est-ce qu'on voit? Ben, déjà, on voit que c'est extrêmement opérant. Ça fonctionne, mais merveilleusement bien. Et à commencer par l'idée d'arrêter de chercher des solutions là où on ne peut pas en trouver. Et, et donc voilà, donc l'acte, elle a véritablement tout changé. Et ces notions de présence, d'acceptation, de distanciation avec les pensées, de valeur, d'engagement dans l'action, c'est des notions, des processus qui me suivent à longueur de temps, en fait. Ce n'est pas que en consultation, hein, c'est-à-dire que dans ma vie aussi, le nombre de fois où j'ai dû, enfin voilà, où je suis en permanence en train de réfléchir ma vie à travers ce prisme-là, je vais beaucoup mieux. Et surtout, ça a changé aussi une chose importante qui est ce sentiment, c'est décrit ça dans les études, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire le sentiment de se sentir compétent pour pouvoir orienter habilement ses propres choix pour soi-même. Ça, c'est quelque chose que je ressens très très fort depuis que je fais de l'acte. Alors qu'avant, à chaque fois que je faisais un choix,
Après, je me faisais des nœuds au cerveau en me disant je doute, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, j'ai peut-être pas pris la bonne décision, etc. Mais depuis que je fais de l'acte, voilà, j'ai ma boussole des valeurs, j'essaye d'y voir clair et je ne me questionne plus sur le bien fondé de mes choix. Ce qui ne veut pas dire que je me trompe jamais, mais ce qui veut dire qu'a priori, quand je vis une situation, je suis suffisamment bien équipé et outillé pour pouvoir m'orienter correctement par rapport à ce que je vis. Et puis parfois, eh bien, il faut savoir prendre des chemins pour se rendre compte que ce n'est pas les bons, c'est tout. On se Et trompe, ça, on apprend. exactement. Et ça, d'ailleurs, l'acte aussi m'aide à ça, parce qu'avant, quand je faisais un choix et que je partais dans la mauvaise direction, en fait, naturellement, j'avais tendance à vouloir quand même me mettre en cohérence avec mes choix et essayer de me convaincre que c'était malgré tout le bon choix, alors que toute mon expérience me disait que c'était le contraire. Et l'acte induit cette idée que, ouais, on prend une direction a priori, et puis si on voit qu'on se trompe de chemin en cours de route, c'est pas grave, on se réoriente. Et donc ça, c'est très très important. Après, si je dois être tout à fait honnête et très clair, s'il y a un truc qui pour moi a été véritablement tout de suite, quand je me rappelle quand j'ai rencontré l'acte, ce qui a été vraiment un changement profond pour moi, ça a été la notion d'acceptation. La notion d'acceptation, ça a été quelque chose qui a transformé véritablement mon rapport au monde, à la vie, aux émotions, et je crois m'a vraiment aidé à devenir plus sage. Donc voilà. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, François, pour ce partage plein d'authenticité. C'est vraiment tu vois, c'est vraiment l'idée qui m'est venue pour ces interviews, c'est que ce que j'aime tellement moi dans cette communauté, c'est l'authenticité qui est partagée par les thérapeutes, justement parce que je ne pense pas qu'on puisse être thérapeute sans vivre l'acte en soi au quotidien. Donc, merci beaucoup pour ça. Je t'en prie, avec Merci plaisir. pour ton temps aussi. Merci. À bientôt. À bientôt à tous pour une prochaine vidéo.